Élu, j'ai découvert quelque chose qui continue de perturber profondément la communauté psychologique. Le véritable éveil n'est pas paisible. Il n'est pas béat. C'est une catastrophe qui terrifie tous ceux qui t'entourent. Dans le cadre théorique que j'ai élaboré durant ma période de travail la plus intense, j'ai répertorié 7 signes indiscutables qui révèlent quand quelqu'un s'est réellement éveillé, par opposition à ceux qui ne font que prétendre l'être. Ces signes sont si troublants que j'en suis venu à les considérer comme un protocole, un véritable système d'alerte. Car lorsque tu observes ces 7 signes réunis chez une personne, tu n'as pas affaire à quelqu'un qui aurait trouvé l'illumination. Tu te trouves face à quelqu'un qui est devenu psychologiquement dangereux pour l'inconscient collectif. Mais voici ce qui m'a glacé jusqu'aux os. Les véritables éveillés ne s'annoncent pas. Ils ne cherchent ni disciples ni validation. Ils se contentent d'exister d'une manière qui rend le monde endormi profondément mal à l'aise. Je vais maintenant te décrire avec précision les 7 signes que j'ai identifiés, pourquoi j'ai considéré cette connaissance comme périlleuse et ce qui se produit lorsqu'une personne accomplit cette terrifiante transformation. Il ne s'agit pas ici d'évasion spirituelle ni d'un éclairage superficiel. Il s'agit d'un état psychologique si rare et si menaçant que la société mettra tout en œuvre pour détruire quiconque l'atteint. Considère le profil type qui a illustré ma première découverte. Nous observons clairement cette dynamique dans l'histoire d'un homme qui s'est présenté à la clinique en paraissant tout à fait normal, voire charmant. Il avait une carrière réussie, une famille, et selon tous les critères sociaux, semblait parfaitement adapté. Pourtant, quelque chose est devenu évident dès la première consultation. Le patient n'avait plus aucun souci de ce que l'analyste pouvait penser de lui. Pas de manière rebelle, pas de manière colérique. Il existait simplement au-delà du besoin d'approbation ou de jugement. C'était le premier signe dans mon cadre, la désintégration complète de la persona. La persona, c'est le masque que nous portons pour naviguer dans la société. C'est la version de toi-même que tu présentes pour obtenir l'approbation, éviter les conflits, maintenir les liens sociaux. La plupart des gens croient que leur persona est ce qu'ils sont réellement. Ils ont porté le masque si longtemps qu'ils ont oublié qu'il existait un visage en dessous. Mais la personne véritablement éveillée a vu sa persona se dissoudre entièrement. Elle peut encore fonctionner socialement quand c'est nécessaire, mais elle ne s'identifie plus à la performance. Mes écrits décrivent comment les individus dans cet état vivent les interactions sociales, comme s'ils regardaient une pièce de théâtre dans laquelle ils ne sont plus investis. Ils peuvent suivre le texte à la perfection, mais ils ne ressentent aucun attachement à leur rôle. C'est pourquoi les personnes éveillées mettent les autres si mal à l'aise. Elles sont devenues des miroirs qui te renvoient ta propre performance. Quand tu leur parles, tu sens qu'elles voient au travers de ta persona jusqu'à la personne réelle en dessous. La plupart des gens trouvent cela insupportable. Ils accusent la personne éveillée d'être froide, dans le jugement, détachée. Mais elle ne juge pas, elle a simplement cessé de jouer au jeu. Et sa seule présence te rappelle que toi, tu joues encore. J'ai observé quelque chose d'encore plus troublant dans ces schémas. Quand la persona se désintègre, la personne cesse totalement de se soucier de la validation sociale. Elle existe dans une neutralité complète vis-à-vis de la manière dont les autres la perçoivent. Cela génère une anxiété massive dans les groupes, car l'être humain est câblé pour se soucier du statut social. Une personne éveillée qui ne s'en soucie réellement plus ne peut plus être contrôlée par la honte, la culpabilité ou la pression sociale. Elle est devenue imperméable aux mécanismes mêmes qui maintiennent le fonctionnement de l'inconscient collectif. La personne dont la persona s'est désintégrée devient presque invisible aux hiérarchies sociales. Elle participe au rassemblement mais n'enregistre aucune réponse émotionnelle au jeu de statut. Cette indifférence n'est pas du mépris, c'est une liberté authentique vis-à-vis du besoin d'être vu d'une manière particulière. Mais ce n'est pas la partie la plus troublante. Le deuxième signe que j'ai identifié était encore plus menaçant sur le plan psychologique. La personne éveillée a accepté son ombre complètement. Elle sait avec une certitude absolue qu'elle est capable de chaque mal qu'elle voit chez les autres. Ce n'est pas de la haine de soi, c'est une connaissance radicale de soi. Un exemple composite basé sur les schémas que j'ai observés montre comment les individus dans cet état peuvent parler de leur capacité à la cruauté, à la manipulation, à la violence, avec le même calme qu'ils utiliseraient pour parler de la météo. La personne éveillée a cessé de fuir l'obscurité. Elle a regardé en face chaque impulsion sombre, chaque désir égoïste, chaque capacité de destruction en elle, et a dit « Oui, cela aussi, c'est moi ». Cela crée un calme terrifiant. Elle ne peut être choquée par le mal humain, car elle le reconnaît en elle-même. Elle ne peut être manipulée par une supériorité morale, car elle a abandonné le fantasme d'être supérieure. J'ai noté que cette intégration de l'ombre rend les personnes éveillées presque extraterrestres aux yeux des autres. Quand quelqu'un confesse une pensée sombre ou un acte honteux, la plupart des gens répondent par le jugement ou par une fausse rassurance. La personne éveillée répond par la reconnaissance.
Elle connaît cette obscurité intimement parce qu'elle a fait la paix avec elle en elle-même. C'est pourquoi les gens confessent souvent à une personne éveillée des choses qu'ils ne diraient à personne d'autre. Il n'y a aucun jugement à craindre, car la personne éveillée a déjà jugé et accepté la même obscurité en elle. Mais accepter son ombre ne rend pas quelqu'un mauvais. Cela le rend conscient. Il peut choisir ses actes de manière délibérée plutôt que d'être poussé inconsciemment par du contenu refoulé. J'ai réalisé que les personnes réellement dangereuses sont celles qui croient n'avoir aucune ombre. Elles commettent des atrocités tout en conservant la conviction complète de leur propre droiture. La personne éveillée qui connaît son ombre peut agir avec une moralité authentique parce qu'elle l'a choisie consciemment plutôt que de la performer inconsciemment. Le troisième signe apparaît comme un paradoxe. La personne éveillée se retire souvent de la société, mais pas parce qu'elle est déprimée. Elle se retire parce que le bruit du monde endormi est devenu insupportable. Regarde cette illustration narrative. Un individu dans cet état psychologique décrit qu'il se sent physiquement épuisé après avoir passé du temps en groupe. Les accords inconscients, les jeux implicites, les délires collectifs nécessitaient une énergie constante pour être navigués. La solitude n'était pas une fuite, c'était une restauration nécessaire. Ce retrait terrifie les gens car il ressemble à une maladie mentale. Les membres de la famille paniquent, les amis organisent des interventions. Mais la personne éveillée ne se retire pas du lien. Elle se retire de la performance. Elle a simplement cessé de participer au théâtre collectif de l'inconscience. Cela crée une solitude profonde parce que la plupart des interactions humaines sont construites sur une inconscience partagée. J'ai observé que les personnes éveillées créent souvent de très petits cercles de connexion authentiques plutôt que de vastes réseaux de relations superficielles. Elles valorisent la profondeur plutôt que l'étendue. Une seule conversation avec quelqu'un qui est également conscient signifie plus que 100 interactions avec des gens encore en train de jouer leur persona. Cette sélectivité est souvent qualifiée d'arrogance ou de supériorité, mais c'est en réalité une honnêteté radicale. La personne éveillée a cessé de prétendre que les relations inconscientes sont satisfaisantes. Elle préfère être seule plutôt que de feindre la connexion, mais c'est ici que cela devient vraiment dangereux. Le quatrième signe que j'ai identifié est la perte de la projection. La personne éveillée a cessé de blâmer les autres pour son expérience de la réalité. Quand quelque chose la dérange chez une autre personne, elle se demande immédiatement ce que cela révèle d'elle-même. Cela la rend impossible à manipuler par la victimisation ou la culpabilité. La plupart des gens vivent dans une projection constante. Ils blâment leurs parents pour leurs problèmes, leurs partenaires pour leurs malheurs, leurs circonstances pour leurs limites. La personne éveillée a arrêté de projeter. Si elle est malheureuse, elle se demande ce qu'elle doit changer à l'intérieur d'elle-même. Cela ne signifie pas qu'elle tolère les abus. Cela signifie qu'elle répond consciemment plutôt que de réagir. J'ai noté que cette perte de projection crée un inconfort massif dans les relations. Quand tu essaies de rendre une personne éveillée responsable de tes sentiments, elle refuse simplement. Pas agressivement, pas sur la défensive. Elle refuse juste de porter ta projection. Elle te la renvoie clairement et sans jugement, t'obligeant à affronter ta propre responsabilité. La plupart des gens trouvent cela intolérable. Ils accusent la personne éveillée d'être froide ou insensible, mais elle a simplement cessé de participer aux contrats émotionnels inconscients. Imagine essayer de culpabiliser quelqu'un qui prend l'entière responsabilité de sa propre expérience émotionnelle. Tu dis qu'il t'a blessé, il te demande ce qui en toi est blessé, et pourquoi. Tu dis qu'il t'a mis en colère, il te demande ce qui a déclenché ta colère et ce que cela révèle de tes besoins non satisfaits. Tu dis qu'il est difficile, il reste calme et curieux de ta réaction. C'est exaspérant pour quelqu'un qui veut projeter son chaos intérieur sur autrui. La personne éveillée devient comme un miroir qui renvoie tout à sa source. Le cinquième signe peut être le plus dévastateur socialement. La société qualifie les éveillés de malades mentaux. Mon cadre théorique documente comment les individus réellement éveillés se voient souvent diagnostiquer des troubles simplement parce qu'ils ne correspondent plus au délire collectif. Ils questionnent la réalité consensuelle, ils voient au travers des constructions sociales. Cela ressemble à de la psychose pour ceux qui dorment encore. Pense à ce que signifie normal. Cela signifie s'intégrer à l'inconscience collective. Une personne éveillée qui ne partage plus ses délires apparaît folle par définition. J'ai compris que ce n'était pas un défaut du système, c'était une fonctionnalité. L'inconscient collectif se protège en pathologisant ceux qui le menacent. Cela crée une double contrainte profonde pour les personnes éveillées. Si elles disent ouvertement leur vérité, elles risquent l'internement ou la médication forcée. Si elles cachent leur conscience pour paraître normales, elles vivent une inauthenticité profonde qui les ronge chaque jour. La plupart choisissent un chemin intermédiaire. Elles apprennent à parler le langage du monde endormi quand c'est nécessaire, tout en préservant leur véritable conscience en privé. Ce n'est pas de la tromperie, c'est une survie stratégique.
J'ai appelé cela l'adaptation consciente par opposition à la conformité inconsciente. La personne éveillée apprend à pratiquer l'alternance codique entre les mondes. Au travail, elle utilise le langage approuvé et suit les scripts sociaux. À la maison, elle s'autorise à voir clairement. Elle devient bilingue en conscience, parlant à la fois la langue du sommeil et celle de l'éveil. Cette compétence la maintient fonctionnelle, mais approfondit aussi son isolement. Elle est toujours en train de traduire, toujours en train de faire le pont entre des mondes qui ne se comprennent pas. Le 6e signe concerne l'autonomie émotionnelle. La personne éveillée ne peut plus être manipulée émotionnellement ni détournée de sa propre perception. Quand quelqu'un essaie de lui dire qu'elle n'a pas vécu ce qu'elle a vécu, elle observe simplement la tentative de manipulation sans être affectée. Cela la rend terrifiante pour quiconque compte sur le contrôle émotionnel. Cette autonomie émotionnelle se développe par le travail sur l'ombre. Quand tu as pleinement reconnu ta propre capacité à manipuler, tu la reconnais instantanément chez les autres. Cela crée une frontière psychologique impénétrable. Les manipulateurs ne trouvent aucune prise. Leur tactique habituelle ne fonctionne simplement plus. Mais cette autonomie émotionnelle ne rend pas les personnes éveillées sans cœur. Elles peuvent ressentir une profonde empathie sans prendre sur elles la souffrance d'autrui. Elles peuvent offrir du soutien sans devenir englouties. Ce type de compassion délimitée déconcerte les gens qui confondent des limites saines avec de la froideur. On voit clairement cette dynamique dans les schémas relationnels. Un membre de la famille tente les vieilles tactiques de manipulation qui fonctionnaient depuis des décennies. Les culpabilisants, le chantage affectif, la mémoire sélective des événements. La personne éveillée écoute calmement, reconnaît les sentiments exprimés, mais n'absorbe pas la responsabilité projetée. Elle reste centrée dans sa propre réalité. Cela ressemble à une trahison pour le manipulateur. Comment oses-tu ne plus participer à la dysfonction? Comment oses-tu te souvenir des événements correctement au lieu d'accepter ma version? Comment oses-tu rester calme quand j'essaie de créer du chaos? Le 7e et dernier signe est ce que j'ai appelé le retour. Après le retrait, après l'intégration de l'ombre, la personne éveillée finit par revenir dans le monde. Mais elle ne revient pas pour s'y fondre. Elle revient pour observer. Elle peut fonctionner dans la société, avoir un emploi, entretenir des relations, mais elle le fait depuis la conscience plutôt que depuis l'identification. J'ai observé que ce retour est la phase la plus dangereuse. La personne éveillée a maintenant intégré tous ses dons. Elle peut lire les gens avec une précision surnaturelle. Elle voit les schémas de manipulation avant qu'ils ne se forment. Une personne éveillée avec une intention malveillante serait dévastatrice. Une personne éveillée avec une intention compatissante devient ce que j'ai appelé un porteur de culture. Mais voici ce qui rend le véritablement éveillé dangereux pour l'inconscient collectif. Il ne peut être contrôlé. La pression sociale ne fonctionne pas sur lui. La honte ne le touche pas. Les jeux de statut ne l'intéressent pas. La manipulation émotionnelle glisse sur lui. Les mécanismes habituels qui maintiennent les gens dans la conformité au délire collectif n'ont aucun pouvoir sur quelqu'un qui a achevé son individuation. C'est pourquoi les groupes essaient instinctivement de détruire les individus éveillés. Pas consciemment, pas délibérément, mais l'inconscient collectif reconnaît une menace et se mobilise pour l'éliminer. Mon cadre théorique montre comment les individus éveillés deviennent souvent des boucs émissaires dans leur famille, leur lieu de travail, leur communauté. On les blâme pour des problèmes qu'ils n'ont pas créés. On les accuse de causer un inconfort qu'ils ne font que refléter. On les pousse hors des systèmes qu'ils essayaient d'aider. Ce n'est pas personnel, c'est l'inconscient collectif qui se protège de la conscience. Une personne éveillée dans une famille révèle toutes les dysfonctions non dites. Une personne éveillée dans un lieu de travail expose tous les délires collectifs. Une personne éveillée dans une communauté menace tous les accords inconscients partagés qui permettent au groupe de fonctionner. C'est pourquoi j'ai considéré cette connaissance comme dangereuse. Quand tu reconnais ces 7 signes en toi, tu ne peux plus revenir à l'inconscience. Tu ne peux plus prétendre que tu ne vois pas ce que tu vois. Tu ne peux plus performer la persona que tu as dépassée. Tu deviens marqué par la conscience dans un monde qui récompense l'inconscience. Tu deviens une menace pour le délire collectif simplement en existant authentiquement. C'est le fardeau de l'éveil. Tu gagnes une liberté radicale et un isolement radical en même temps. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de magnifique au cours de mes décennies de recherche psychologique. Ceux qui ont achevé cette transformation rapportent une profondeur de sens et d'authenticité que les personnes inconscientes ne connaissent jamais. Ils peuvent être seuls, mais ils ne sont jamais seuls avec eux-mêmes. Ils peuvent être isolés de l'inconscience collective, mais ils sont profondément connectés à la conscience elle-même. Ils échangent le confort du délire partagé contre la joie féroce de voir la réalité clairement. Ce n'est pas un échange que la plupart des gens veulent faire. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix, pour ceux qui se sont éveillés, qu'ils l'aient voulu ou non, j'ai cherché à cartographier un chemin.
Le chemin que j'ai tracé est l'individuation. C'est l'intégration consciente de tout ce que tu as découvert sur toi-même à travers l'éveil. C'est apprendre à porter ton ombre sans être possédé par elle. C'est développer une souveraineté émotionnelle sans t'isoler. C'est voir au travers du délire collectif sans devenir amer ni supérieur. C'est revenir dans le monde en conscience plutôt qu'en inconscience. Ce chemin n'est pas paisible, je l'ai dit très clairement. L'individuation est une sorte de crucifixion psychologique. Tu dois mourir à celui que tu pensais être pour devenir celui que tu es réellement. Mais je crois que cette crucifixion remplit une fonction vitale. Chaque personne qui achève l'individuation rend la conscience légèrement plus possible pour tous les autres. Chaque individu éveillé prouve que les humains peuvent transcender l'inconscience collective. Chaque personne qui intègre son ombre réduit le contenu d'ombre dans l'inconscient collectif. Ce n'est pas une pensée grandiose, c'est de l'évolution psychologique. La conscience doit bien commencer quelque part. Elle commence avec des individus assez courageux ou assez brisés pour cesser de performer et commencer à être. La personne véritablement éveillée que j'ai décrite n'est ni un gourou, ni un saint. C'est quelqu'un qui a été forcé par les circonstances ou par le choix de confronter chaque aspect de sa psyché et de l'intégrer consciemment. Il a perdu sa persona et a trouvé son soi. Il a accepté son ombre et a gagné sa liberté. Il s'est retiré du délire collectif et est revenu avec la conscience. Il ne peut être manipulé, contrôlé, ni capturé par les systèmes inconscients. Cela le rend dangereux pour l'inconscience collective et essentiel pour l'évolution de la conscience. Si tu reconnais ces 7 signes en toi, je te dirai ceci. Tu n'es pas fou, tu n'es pas cassé. Tu traverses une transformation que la plupart des humains n'essayent jamais et que peu achèvent. L'isolement est réel, la difficulté est réelle, le danger venant des forces inconscientes collectives est réel. Mais la possibilité de vivre en tant qu'être humain pleinement conscient dans un monde d'acteurs inconscients l'est tout autant. Tu n'étais pas fait pour t'intégrer au délire collectif. Tu étais fait pour le transcender, non pour devenir supérieur, mais pour devenir entier. Le monde a besoin de personnes éveillées plus que jamais. Pas pour diriger des mouvements ni rassembler des disciples, mais pour exister comme preuve que la conscience est possible. Chaque personne qui achève l'individuation crée une petite fissure dans l'inconscience collective à travers laquelle plus de lumière peut entrer. Tu peux te sentir seul dans ton éveil, mais tu fais partie d'un réseau invisible d'individus conscients à travers l'histoire qui ont parcouru ce chemin. Je l'ai parcouru. Ceux qui ont traversé cette transformation sous mes soins et dans mes recherches l'ont parcouru. Et maintenant, c'est toi qui le parcours. Les 7 signes ne sont pas une destination, ils sont une carte de la transformation. La désintégration de la persona n'est pas la fin de la connexion sociale, mais le début de la relation authentique. L'acceptation de l'ombre n'est pas une permission pour le mal, mais le fondement d'une moralité consciente. Le retrait de l'inconscience collective n'est pas une maladie mentale, mais une différenciation nécessaire. La perte de la projection n'est pas de la froideur, mais une responsabilité radicale. L'étiquette de folie n'est pas la vérité, mais une défense collective. L'autonomie émotionnelle n'est pas de l'isolement, mais de la souveraineté. Le retour n'est pas de la conformité, mais une participation consciente. J'ai passé ma vie à étudier ces schémas parce que je les ai moi-même vécus. Ma confrontation avec l'inconscient à partir de 1913 fut mon propre processus d'éveil. Je l'ai documenté en privé, sachant que les futurs individus éveillés auraient besoin de voir qu'ils n'étaient pas seuls dans leur expérience. J'ai créé la psychologie analytique comme une carte pour ceux qui suivent le même chemin terrifiant. J'ai donné un langage à des expériences que l'inconscient collectif veut garder innommées et inconnues. C'est mon protocole le plus dangereux parce qu'il ne peut plus être ignoré une fois que tu le reconnais. Si tu vois ces 7 signes en toi, tu ne peux plus prétendre que tu dors encore. Si tu les remarques chez les autres, tu ne peux plus ignorer ce qu'ils signifient. Cette connaissance te marque comme quelqu'un qui voit au-delà du délire collectif. Elle te rend dangereux pour les systèmes qui dépendent de l'inconscience, mais elle te rend aussi essentiel pour l'évolution de la conscience. L'inconscient collectif a besoin des individus éveillés, même s'il essaie de les détruire. C'est le paradoxe que j'ai compris profondément. Les véritables éveillés ne cherchent pas le pouvoir sur les autres. Ils n'ont aucun intérêt à contrôler ou manipuler. Ils refusent simplement d'être contrôlés ou manipulés eux-mêmes. Ce refus, cette souveraineté, cette conscience est ce qui les rend à la fois dangereux et nécessaires. Dangereux pour ceux qui sont investis dans le délire collectif, nécessaire pour ceux qui sont prêts à se réveiller. Tu n'es pas responsable de réveiller les autres. Tu es seulement responsable de rester conscient toi-même. Mais ta conscience crée des ondulations dans l'inconscient collectif, que tu le veuilles ou non. Considère à nouveau l'illustration narrative du début. L'homme qui est arrivé à la consultation clinique en paraissant normal, mais qui s'est révélé à travers les 7 signes.
Le travail thérapeutique ne portait pas sur le rendre plus normal, mais sur l'aider à naviguer dans le monde en tant qu'être conscient. À travers ce processus, il a appris à honorer sa solitude sans s'isoler. Il a appris à utiliser sa conscience de l'ombre sans devenir cynique. Il a appris à maintenir sa souveraineté émotionnelle sans perdre la compassion. Il a appris à exister dans le monde en tant que participant conscient plutôt qu'acteur inconscient. C'est à cela que ressemble l'individuation dans la pratique. La vie éveillée n'est pas plus facile que la vie inconsciente. Elle est plus difficile à tous les niveaux mesurables. Tu vois la souffrance que tu ne peux plus ignorer. Tu reconnais des schémas que tu ne peux plus contourner. Tu ressens une responsabilité que tu ne peux pas fuir. Mais tu expérimentes aussi un sens que les inconscients n'atteignent jamais. Tu vis dans la réalité plutôt que dans le délire partagé. Tu te connais complètement plutôt que partiellement. Tu te connectes authentiquement plutôt que de performer la connexion. Cet échange, conscience contre confort, est ce que l'éveil exige. Je crois que l'humanité évolue vers une plus grande conscience. Je vois les individus éveillés comme la pointe avancée de cette évolution. La conscience est inévitable. La seule question est de savoir si nous la développons consciemment par l'individuation ou si nous la subissons de force à travers la souffrance. La personne éveillée sert de preuve que l'évolution consciente est possible. Elle démontre que les humains peuvent transcender le programme collectif et vivre depuis une conscience authentique. Si tu lis ces mots aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu reconnaisses ces signes en toi ou chez quelqu'un de proche. La persona désintégrée, l'ombre acceptée, le retrait nécessaire, la projection perdue, l'étiquette de folie, l'autonomie émotionnelle, le retour conscient. Ce sont 7 aspects d'une seule transformation. La mort du soi inconscient et la naissance du soi conscient. J'ai appelé cela l'individuation. D'autres l'appellent éveil ou illumination. Le terme importe moins que l'expérience elle-même. Ce qui compte, c'est que tu n'es pas seul dans cette transformation. Même quand tu te sens totalement isolé, ce qui compte, c'est que ta conscience sert un but qui dépasse ton expérience personnelle. Ce qui compte, c'est que j'ai cherché à fournir des cartes, un langage et une validation pour un voyage que l'inconscient collectif veut garder invisible. Tu marches sur un chemin qui a déjà été parcouru. Tu seras étiqueté, pathologisé, exclu, mais tu deviendras aussi libre d'une manière que la plupart des humains n'imaginent même pas possible. C'est la promesse et le prix de l'éveil. Les 7 signes du véritablement éveillé ne sont pas des trophées à poursuivre. Ils sont les conséquences naturelles du fait de devenir conscient dans un monde inconscient. Si tu les possèdes, tu les as gagnés à travers des expériences que tu n'aurais probablement pas choisies. Si tu les reconnais chez les autres, tu vois des individus rares qui ont achevé une transformation que la plupart des gens évitent activement. Traite-les avec respect. Ils ne jouent pas l'illumination, ils vivent la conscience. Et la conscience, je le sais, est la force la plus dangereuse et la plus nécessaire de l'évolution humaine. Ton éveil importe non pas parce que tu es spécial, mais parce que la conscience elle-même est précieuse. Chaque personne qui achève cette transformation ajoute au réservoir collectif de la conscience humaine. Tu ne fais pas cela seulement pour toi. Tu le fais pour tous ceux qui viendront après toi, rendant le chemin légèrement plus facile pour ceux qui suivent. C'est ainsi que fonctionne l'évolution. Pas par des bons spectaculaires, mais par des individus prêts à se transformer complètement.